On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la candidate du Parti vert dans le comté de Saint-Jean, Lee Vaillancourt-Ryan. Mais d'abord, nouvelle exposition, Les années folles, au musée du Haut-Richelieu. Nouvelle exposition au musée du Haut-Richelieu en vigueur jusqu'au 5 décembre. Le Haut-Richelieu au temps des années folles. On en discute avec Marie-Pierre Rioux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, nouvelle saison au musée, puis en même temps, là, c'est pas pire, il fait beau, mais à un certain moment, il va faire moins beau et plus frais. Puis quoi de mieux que d'aller se balader au musée? Comment est venue cette idée de mettre sur pied cette exposition? C'était en lien avec le centenaire des années folles. Hein. On sait qu'il était l'année dernière. Oui. Mais c'est une expo, d'ailleurs, qui était prévue pour l'année dernière, justement, pour été 2020. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui ont été chamboulés avec cette année-là, avec les événements de la COVID et tout. Donc, on l'a reporté à 2021, mais c'est ça. C'est pour commémorer le centenaire de cet événement-là. Bon, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette exposition? C'est une exposition assez variée, si on veut. On essaie de faire les choses autrement aussi. Là, on a beaucoup, évidemment, les textes d'exposition qui parlent une bonne partie de la prohibition. Donc, on sait que c'est une période de tempérance au Québec, mais de prohibition pour nos voisins américains et pour le reste du Canada. Donc, la région près de la frontière, évidemment, ça joue un grand rôle dans cette période-là. On a une section aussi sur l'essor des nouvelles de la culture, si on veut. Donc, une partie sur le cinéma qui commence à ce moment-là. Puis sur la radio, donc on sait que c'est la période aussi où CKSE a été créé, où on a eu beaucoup de radios aussi à Saint-Jean qui diffusaient les postes de New York et compagnie. Une section sur des nouvelles industries, donc c'est les débuts de l'automobile. Puis finalement, une dernière section sur les femmes qui revendiquent encore le droit de vote au niveau provincial à cette époque-là. Donc les modes qui changent aussi. Donc c'est ce qui couvre l'exposition. On a trouvé quelques objets aussi là, en lien avec ça. Puis des images assez intéressantes là, qui viennent d'un peu partout. Ouais. Localement? Oui, c'est ça. Donc, c'était ça qui était le défi, si on veut aussi. Parce qu'à la limite, bâtir une exposition sur les années folles, c'est une chose, mais là, de trouver des trucs qui sont en lien avec la région proprement dite, là, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. On avait, tout le monde connaît un peu les années folles au Québec, à la limite au Canada, les États-Unis, surtout, qui sont connus, mais là, de faire des liens avec le Haut-Richelieu, c'était un peu plus ardu. Il fallait consulter des sources d'époque, mais encore là, il n'y en a pas beaucoup. Puis on sait que si on parle de prohibition ou de speakeasy, des débits de boissons clandestins où il y avait du jazz qui se jouait, bien, c'est clandestin, justement. Donc, on n'en trouve pas des traces nécessairement officielles dans des sources, mais on a consulté beaucoup le Canada français, là, donc je passe à travers les 10 années qu'on couvre avec le Canada français. Donc ça nous donnait, on a des voisins qui se plaignent sur la rue Champlain, que tard le soir, il y a beaucoup de bruit dans une maison. Fait que là, on peut en déduire que c'est peut-être un débit de boisson clandestin ou, il y a beaucoup de thèmes qu'on a découverts qui étaient présents au Richelieu grâce au Canada français, grâce au monde qui s'en plaignent, justement. Là. Donc, c'est très intéressant. Puis c'est ce qui fait la richesse de l'expo, je pense, c'est qu'on met de l'avant ces thèmes-là qui existent dans le Haut-Richelieu, puis on a des preuves, puis on a des citations marquantes du journal là, pour l'appuyer. Ouais. Le Haut-Richelieu, dans ces années-là, il ressemblait à quoi? La ville ressemblait à quoi à cette époque-là, ou de ce que vous avez pu voir, justement, dans les éditions du Canada français de ces années-là? Oui, c'est assez partagé. Il y a une distinction à faire entre, justement, Saint-Jean, qui est quand même en période presque de révolution industrielle. Là, on a des grandes entreprises qui s'établissent à Saint-Jean. David Laure arrive dans ces années-là, par exemple, puis qui est en essor. Là, vraiment, on avait l'électricité depuis le début des années 1700. Donc, Saint-Jean est vraiment une ville-centre. On a un magasin de la Commission des liqueurs, il y a des hôtels, il y a des gares. On sait qu'il y a de l'action, il y a de l'effervescence. Le monde arrête ici, entre les États-Unis et Montréal. Donc, on sait que c'est quand même un carrefour de la vie nocturne, si on veut. Mais le reste du Haut-Richelieu est assez peu développé. Les années 20, c'est là que l'électricité commence à aller à Saint-Valentin, à la Colle. Donc, il y a vraiment une distinction à faire, justement, entre les deux. Mais on sait, par exemple, on peut mettre de l'avant ces municipalités-là, par exemple, pour le trafic d'alcool. On peut aller les chercher autrement. Il y a quand même eu beaucoup d'actions. Il y a le chemin de fer qui passe quand même là. Les routes sont pavées à ce moment-là pour relier justement Saint-Jean et les États-Unis, mais sont pavées grâce aux profits qui ont été faits par les profits de la Commission des liqueurs. C'est comme un entre-deux, parce que quand on regarde même les fondations de la ville, on a souvent dit que ce qui avait tué le port, c'était l'arrivée du chemin de fer.
Mais en même temps, bon, il n'y avait pas d'autoroute 35 et d'autoroute 10 comme il y en a aujourd'hui. Donc, le lien Saint-Jean-Montréal n'était pas le même non plus. Mais il y avait quand même cette proximité entre les États-Unis et Montréal. Donc, Saint-Jean est encore une espèce de point d'arrêt entre les États-Unis et Montréal. Oui, il y avait une route. Dans le fond, la route principale qui reliait Montréal et les États-Unis, c'était une route avec Rouseuse Pointe là, qui passait par Saint-Jean. Donc, c'était avec la rue Richelieu, justement, juste ici. Donc, même par la route, on avait cette importance-là stratégique. On l'avait par le chemin de fer aussi. Il y avait encore beaucoup de déplacements par le chemin de fer dans les années 20. Donc, oui. OK. Et là, dans les objets que vous avez pu trouver, ça ressemble à quoi? Quel type d'objet avez-vous mis la main? Ça a été assez difficile. Ça a été une longue recherche. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi l'exposition a été décalée. T'sais, on aurait ouvert quand même à l'été 2020, mais c'est des objets qu'on a dû aller chercher dans d'autres musées. Donc, ces musées-là qui étaient fermés aussi, ça empêchait le partenariat. C'est une des raisons pourquoi on l'a repoussé aussi. Mais on a trouvé des radios qui datent de 1920, donc les premières radios. On a des articles de vêtements féminins aussi, donc des chapeaux, là, c'était le début des chapeaux cloches à cette époque-là. Donc, c'est parmi des bouteilles de la Commission des liqueurs aussi qui sont encore avec la petite étampe là, que les gens allaient chercher. Donc, Commission des liqueurs qui est créée en 1921. Fait que, pour cet anniversaire-là, on est pile dessus. Donc, l'exposition est en vigueur jusqu'au 5 décembre. Là, actuellement, pour la saison qui vient, les heures d'ouverture du musée, ça ressemble à quoi? On est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 17h. Mercredi au dimanche, 11 à 17. Ça, évidemment, c'est l'exposition temporaire, mais il y a toujours l'exposition permanente qui peut être vue aussi. Oui, toujours. On a le trajet qui commence par l'exposition permanente, justement, puis qui se termine par l'exposition temporaire. Donc, le prix d'entrée comprend l'accès aux 2 expositions. Puis, pas besoin de réservation non plus. Là, on sait qu'il n'y a plus de limite de personnes, en théorie, dans les salles. Donc, puis le passeport vaccinal n'est pas demandé pour les musées jusqu'à présent. Donc, vous êtes considéré comme un service essentiel. Semble-t-il. OK, donc le passeport n'est pas exigé, pas de limitation comme telle en ce moment avec les mesures que vous avez, donc pas besoin de réserver, c'est quand même important de le dire. Ça prend à peu près combien de temps faire le tour au complet, si on fait le tour de l'exposition permanente et temporaire? Ça dépend vraiment du niveau de lecture. Là, on a pu réactiver les bornes interactives aussi. Donc, pour l'exposition permanente, on peut parler d'à peu près 1 heure. Là, c'est sûr que l'exposition temporaire, si on compare à celle de Jean Cartier, on avait un peu moins de texte. On en a mis un peu plus. Fait que je dirais peut-être 1 heure pour l'exposition temporaire aussi, si on veut pleinement en profiter. On a un petit vidéo, on a de la musique, on a une petite musique jazz. C'est assez intéressant. Je pense que ça va être pas mal le fun de passer du temps là. Donc, on peut passer peut-être un presque 2 heures, disons, dans l'enceinte du musée. Oui. Puis là, dans le fond, on l'a dit tantôt, parce que l'été passé, vous étiez rouvert. Après ça, vous avez dû fermer. Et vous êtes rouvert depuis, ça fait quand même un bout, février? Depuis début février. Bon. Comment ça a été, parce que là, c'était quand même assez limité, là, les places qu'on pouvait faire. Comment ça s'est passé chez vous, là, de février à aujourd'hui? On a réussi à aller chercher des partenaires qui ont vendait des forfaits. On était membre de plusieurs forfaits. Là. Fait que cet été, on a quand même eu un bon affluent de gens. Ça a été quand même bien. Ce qui a eu le plus de difficultés, c'était nos activités de cours de céramique, de décor sur céramique, tout ce qu'on avait de fêtes d'enfants, de groupes scolaires, de camps de jour. Les cours de céramique sont repris. Okay. Les réservations sont faites. Ça a commencé fin de semaine dernière ou il y a 2 semaines. Décor sur céramique, on va attendre de reprendre ça en octobre. Donc, on a sauté celui de septembre, justement, parce que c'était difficile de s'adapter. On a quelqu'un qui revient de congé de maternité, mais ça va reprendre sûrement encore en formule, en salle et pour emporter. Puis, les groupes scolaires aussi, on va reprendre. Là, on avait on a eu des confirmations. Là, on va pouvoir aller en classe. On a eu des camps de jour qui ont pu venir aussi cet été. Donc, on s'en tire pas si mal, je pense. Au moins, la vie reprend un peu son cours. Pas normal, mais en partie normal. Toujours les vernissages aussi. On espérait faire une soirée un peu festive pour thématique, année folle, tout ça. Les événements intérieurs sont encore limités à 25 personnes. Donc, ça, on peut pas rien faire pour l'ouverture. Et là, avez-vous déjà le nom de la prochaine exposition ou la thématique de la prochaine exposition temporaire après les fêtes, j'imagine? Oui, pas encore. On est en train d'essayer de revoir notre calendrier, encore à cause des bouleversements de la COVID. Ce qu'on avait prévu, là. On en avait une grosse de prévue à l'été qui a été décalée à l'automne. Donc, on essaye de voir comment on peut s'arranger justement avant cette grosse exposition-là. Peut-être
ressortir notre exposition photo du Canada français où on a eu une autre proposition sur la table. Donc, on va étudier ça. Là, un comité de programmation se réunit prochainement. OK. Il faut s'ajuster, hein, c'est ça l'idée, aux imprévus. Puis c'est ça, ça demande beaucoup de créativité pour s'ajuster dans le temps. Mais bon, donc là où Richelieu, au temps des années folles, les années folles, en gros, c'est les années 20, si on veut. C'est l'après-première guerre, si on veut. On est entre les deux guerres. Donc, mercredi ou dimanche au musée, donc 11h à 17 heures. Donc, ça peut être intéressant, surtout, entre autres, peut-être les fins de semaine. Même les enfants, parce qu'en fait, tu sais, ce qui est intéressant quand même de ces années-là, évidemment, on n'y était pas, nos parents non plus, nos grands-parents peut-être, là, tout dépendamment de l'âge que vous avez. Mais ça va quand même rappeler, je trouve ça intéressant de voir un peu le Saint-Jean de ces années-là, parce que souvent, on parle de Saint-Jean à la naissance, là, il y a 200-300 ans, ou le Saint-Jean plus récent, mais ça peut être intéressant de voir un peu ce volet-là des années folles, là. Ah oui, vraiment. On a des belles images de Saint-Jean, de la Commission des liqueurs, entre autres, qui avait son magasin sur la rue Place du Marché, donc tout près du musée, justement. Là, ça va être pas mal intéressant. On voit Saint-Jean, on voit la région, on voit qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qu'on a en ce moment, qu'on a hérité des années. Oui, mais c'est ça, et effectivement, parce que, tu sais, 100 ans dans l'histoire, c'est pas tant long, là, tu sais, et de dire qu'on commençait à peine à avoir l'électricité, alors qu'aujourd'hui, on a de l'Internet haute vitesse. Hein? C'est quand même intéressant de voir que le monde a évolué. Marie-Pierre Rioux, merci beaucoup, puis bonne chance pour cette exposition. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du Parti vert dans Saint-Jean. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Élection fédérale, on a reçu la majorité, évidemment, des candidats et candidates à cette élection. Et là, on arrive au Parti vert avec sa candidate Lee Vaillancourt-Ryan dans Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes impliqué au sein du Parti vert? C'est une première expérience. C'est quoi votre historique avec le parti? Je suis membre du Parti vert depuis quand même plusieurs années, mais de façon assez passive jusqu'à récemment, je vous dirais. Donc, côté organisation, côté prendre part au parti, c'est quand même peut-être dans la dernière année et demie, peut-être 2 ans, que j'essaie de plus m'impliquer, de voter sur les propositions de projets de loi, etc. Puis, quand j'ai vu, c'est ça, passer le courriel, je pense peut-être au mois de février, sur la recherche de candidats, je me suis dit, pourquoi pas? Ah ouais. Ça serait le temps peut-être de m'impliquer un petit peu davantage à ce niveau-là. C'est quoi l'élément qui fait qu'on dit, OK, je lève la main, puis OK, je m'essaye, là? Bien, je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai eu une prise de conscience. J'ai eu le temps, en fait, de prendre un peu une pause, ralentir un petit peu pendant la crise de la COVID-19. Avant, j'allais comme à tous les jours à Montréal. Je arrivais super tard le soir. Puis maintenant, je travaille de la maison. Alors, j'ai un horaire beaucoup plus libre. Puis, pendant ce temps, ça m'a permis, je pense, de regarder un peu les problèmes que je vivais ou que j'avais l'impression que les gens autour de moi vivaient d'un œil un petit peu plus critique, puis d'aller creuser de c'est quoi qui causait ces problèmes-là. Puis, je me suis rendu compte très rapidement que c'était tellement rarement un manque de moyens, mais plutôt un manque de volonté politique. Presque tous les problèmes, la réponse, c'était ça. Fait que ça m'a vraiment donné envie de tenter ma chance, de voir si je pouvais participer à cette démocratie citoyenne-là, puis de voir justement si je pouvais aller aider à changer les choses, parce que là, je me sentais un petit peu... il faut faire de quoi. Je trouve ça intéressant qu'on puisse l'expliquer, parce qu'en même temps, bon, si on est quand même pragmatique, on regarde les sondages, on regarde l'historique, évidemment, les chances d'élection sont somme toute assez minces. Mais en même temps, qui risque rien n'a rien.
Puis si on reste assis chez soi à rien faire, ça avance pas le débat non plus. Donc, à quelle place vous vous situez entre le réalisme de dire, bon, je serai peut-être pas élu, mais j'aurai contribué à quelque chose? Mais c'est exactement l'approche que j'ai, en fait. Je vais être très honnête avec vous, je suis pas en train de me magasiner des appartements à Ottawa tout de suite. Ouais. Là, j'ai pas cette attente-là. Par contre, je pense que le message du Parti vert, je pense que la plateforme du Parti vert est très, très, très intéressante, est très réaliste, puis c'est des conversations qu'on doit avoir. Fait que ma présence dans l'arène politique ici à Saint-Jean, même si je sais que probablement je n'aurai pas le siège de Mme Normandin, si j'ai réussi à faire peut-être changer d'idée une personne ou faire une prise de conscience d'une seule personne, je vais me sentir accomplie parce que c'est mieux que rester chez moi, justement, en me disant « tout va mal ». Bon. C'est quoi les grandes idées du Parti vert? Parce que, honnêtement, ou malheureusement, dans l'actualité de la dernière année, ce qu'on a entendu parler du Parti vert, c'est la nouvelle chef, les chicanes internes. Puis là, on comprend que Madame fait campagne dans son propre comté, mais qu'elle ne fait pas une campagne nationale comme Madame May a pu faire dans le passé. Bref, à quel endroit vous vous situez par rapport à ça? Ou comment pouvez-vous expliquer aux gens? Je comprends que dans tout parti politique, et ben, ceci dit, le Parti québécois, le Bloc québécois ou d'autres partis ont déjà connu des chicanes internes. Vous n'êtes pas le premier parti qui vit ça au monde. Mais comment vous vivez ça? Parce qu'on dirait que ça change notre focus de place. C'est qu'au lieu de regarder les bonnes affaires, on focus sur les mauvaises, là. C'est quand même malheureux. Je dirais que le Parti vert n'a jamais eu une super grosse couverture médiatique en partant. Puis, tous les médias adorent un scandale, on ne se le cachera pas. Donc, ces moments-là, je pense, ont été vraiment quand même mis en valeur de façon un peu disproportionnée par les médias. Parce que, oui, c'est malheureux ce qui se passe au sein du parti, mais dans les faits, dans la réalité, ça semble être quelque chose qui affecte un petit groupe au sein du parti. C'est vraiment pas quelque chose qui affecte tous les autres candidats. Puis nous, les candidats, ce qu'on se rend compte, c'est que les électeurs n'ont pas l'air... Les électeurs ne nous parlent pas tant que ça de ces problèmes-là internes. J'ai vraiment l'impression que les électeurs sont capables d'aller un peu au-delà du dramatique, puis d'aller creuser un petit peu plus pour connaître le fond de la pensée des gens. Donc oui, c'est quelque chose qui est malheureux. C'est un timing que je ne vous cacherai pas qui est un petit peu difficile, mais les idées sont bonnes, puis c'est sur les idées qu'on va continuer à aller de l'avant. Bon, qui est-elle, Annemie Paul? On ne la connaît pas beaucoup. On connaissait Mme May parce qu'elle a fait quelques élections. Qui est-elle, la chef du Parti vert? Annemie Paul, c'est quelqu'un de très, 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 très éduqué. Je veux vraiment pas me prononcer, en fait, au cas où de me tromper là, de ses qualifications précises, mais c'est quelqu'un qui a un background... Oui, c'est ça. Elle a un background en droit quand même très impressionnant. Puis c'est la première femme noire juive aussi à la tête d'un parti fédéral au Canada, fait que c'est quand même quelque chose. Puis du point de vue personnel, je dirais que d'être une femme noire juive en politique, ça doit être très difficile. Ça doit être difficile n'importe où. Juste être une femme dans la réalité, c'est difficile. Alors, j'imagine que d'être une personne un petit peu plus marginalisée, ça veut dire qu'il faut que tu redoubles d'efforts, en fait, je pense, pour te rendre où tu es. Fait que le fait qu'elle soit à la tête du parti, puis moi, je la soutiens, Mme Paul. Je suis je reste avec ma chef. Non, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, puis c'est quelqu'un qui a une bonne tête sur les épaules, et j'ai l'impression qu'elle a un point de vue très pragmatique pour aller attaquer les problèmes. Bon. Évidemment, l'environnement, et tant mieux, c'est plus dans l'actualité. On sent que les partis dits traditionnels, le Parti libéral, le Parti conservateur, en parlent plus, essaient d'en faire plus. Et forcément, c'est pas étranger aux pressions populaires ou aux idées qui peuvent être poussées par le Parti vert. Et de là, l'utilité d'avoir un Parti vert, parce qu'on dirait que ça force probablement les grands joueurs à s'orienter autrement. Puis en même temps, si le Parti libéral ou le Parti conservateur décide de parler de plus d'environnement, bien, c'est parce qu'il y a une pression populaire, parce que le public et les électeurs veulent en entendre plus. Donc, même on le voyait, il y avait un sondage récemment qui disait que l'environnement ou le développement durable faisait partie, je pense, des plus grandes préoccupations des Canadiens en ce moment. Tout à fait. Mais ça doit être une fleur pour vous d'entendre ça, là. Oui, vraiment. Puis je pense qu'il y a une grosse prise de conscience dans la société qui est en train de se passer sur l'urgence écologique. Je pensais à ça récemment. Quand j'étais au secondaire, ça fait pas si longtemps que ça, on se disait, quand on parlait du changement climatique, c'était toujours... C'est quelque chose que nous, on va s'en sortir, mais nos enfants, nos petits-enfants, par exemple, ça va être difficile. Puis ça a toujours été un peu ça. Puis j'entends quand même ce refrain-là encore aujourd'hui, mais c'est plus d'actualité. Les conséquences du changement climatique, les conséquences de notre comportement humain vis-à-vis le réchauffement planétaire, on est en train de les vivre maintenant. Ça accélère à une vitesse que les scientifiques n'avaient pas anticipée. Puis si on continue, si on ne change pas de cap drastiquement, on ne réussira pas à atteindre nos cibles, puis on ne réussira pas, en toute honnêteté, je pense, à éviter un scénario catastrophe.
Puis je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de comme partisanerie à part, en tant que société, on doit faire mieux. C'est une urgence parce que ça menace quand même, je pense, la sécurité matérielle et physique des Canadiens qui existent en ce moment et non seulement les générations Mais on dirait futures. que tant qu'on ne le vit pas, tu sais, c'est difficile de... Il peut y avoir des grands experts qui nous font des grandes théories, mais tant qu'on ne le voit pas dans notre quotidien, c'est comme difficile de comprendre que ça peut exister. Or là, je pense que là, les gens voient le réchauffement. Mhm. Il fait plus chaud l'été. L'hiver arrive plus tard. L'été arrive plus tard. On dirait que les saisons sont décalées. Je veux dire, on peut pas être comme une autruche, la tête dans le sable, puis dire que ça n'existe pas. Je veux dire, on voit ça. Je pense que les changements climatiques, il y a encore des sceptiques, là, mais ça devient une évidence. Tout à fait, tout à fait. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis je pense que maintenant que cette prise de conscience-là est faite, c'est important qu'on regarde un peu avec un œil critique ce que notre gouvernement fait depuis l'accord de Paris, par exemple. Puis quand on se met à regarder le discours, nos leaders nous disent c'est une situation d'urgence. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous devons agir. Nous avons des cibles. Puis on regarde le Canada continue à acheter des pipelines, continue à subventionner les énergies fossiles, continue à avoir nos fonds de pension très, très, très rattachés à l'industrie fossile. C'est des choses que je crois doivent faire des signaux d'alarme un peu. Puis je pense que c'est cette prise de conscience-là qu'on est rendu maintenant. On comprend qu'il y a un problème, on comprend qu'on doit agir, puis c'est pas ça qui se passe, en fait. Comment on peut l'adresser, ce problème-là, et le régler de manière à ce que, économiquement, ça soit viable? Autrement dit, dire, oui, il y a un problème. Le Parti vert le voit comment? Parce que, bon, chacun des partis a un peu sa solution. On va dire, oui, là, on a des cibles, puis là, en 2050, ça va être... C'est loin, 2050, là. Puis probablement qu'il faut agir maintenant, puis justement, pas trop attendre. Comment on peut régler... Comment le Canada peut-il poser des gestes aujourd'hui, ou quels gestes peut-il poser aujourd'hui de façon significative, et, disons, de façon plus agressive, disons, que le Parti libéral ou le Parti conservateur le propose en ce moment? Il faut se dissocier du pétrole. Puis je sais que c'est facile pour moi à dire en tant que Québécoise, nous, ici, avec notre situation géographique, etc., les énergies fossiles ne sont pas tant une réalité pour nous. Si je pense à des Canadiens, mettons, en Alberta... En Alberta, c'est sûr. Que toute leur vie, ils ont vécu... C'est leur économie qui est basée là-dessus. C'est difficile d'aller dire il faut qu'on se dissocie de ça. Et je comprends que pour un premier ministre, c'est vraiment, vraiment difficile d'aller dire à un grand groupe de personnes, écoutez, ce que vous faites présentement, il faut qu'on arrête de le faire le plus rapidement possible. C'est touché. Mais le Parti vert a un projet de transition, puis nous, notre objectif, c'est vraiment que chaque emploi bien rémunéré de l'industrie fossile ait un équivalent dans l'industrie verte. Puis, Madame Paul le dit, je pense que c'est 300 milliards de dollars de potentiel par année en revenus si on accélère notre transition vers l'énergie verte, vers l'industrie verte aussi, une économie verte. On veut que d'ici 2040, je crois, qu'on ait partout au Canada un réseau d'électricité carboneutre, donc de plus se fier sur les énergies fossiles, de plus se fier sur le charbon, de vraiment éradiquer ça. Puis, les emplois qui existent dans les secteurs d'énergie verte, ce sont les emplois de l'avenir. C'est des emplois qui sont bien rémunérés. C'est des emplois aussi qui ont un transfert de connaissances quand même réalisable avec les personnes qui travaillent présentement dans l'industrie pétrolière. Bon, sur la protection des milieux humides, je voyais récemment, c'est une campagne municipale, mais à Laval, où il y a des candidats qui veulent acheter des parties sur la rivière des Mille-Îles. Oui. Puis même ici, localement, il y aura des sujets là-dessus. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer l'étalement urbain? C'est la densification? Comment on peut protéger les milieux? Je veux dire, comment on s'y prend pour ça? La densification, c'est une bonne réponse. Je pense que c'est sûr que les municipalités vont avoir beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais le fédéral peut aider les municipalités. Comme le Parti vert, mettons, propose, par exemple, de réserver 1 % de la TPS pour les infrastructures municipales vertes et les logements abordables. Donc ça permettrait aussi d'enlever un fardeau aux villes, d'encourager les villes à faire des développements durables, des développements d'infrastructures vertes. Il faut aussi se dissocier, je crois, de l'automobile. C'est facile à dire, c'est une autre chose de le faire. Une partie de la plateforme des Verts, c'est de ramener le transport ferroviaire, de vraiment redonner les lettres de noblesse au transport ferroviaire et de faire de Via Rail un fournisseur national zéro carbone de transport à la fois ferroviaire et d'autocars qui sont capables de relier le Canada en entier. Il y a beaucoup, beaucoup d'infrastructures qui existent déjà pour accomplir ça. Fait que je pense qu'améliorer le réseau de transport, ça va avoir des effets vraiment
profond comme dans la société, dans la façon dont on aménage nos Ouais. villes, dans la façon dont on conçoit la vie de tous les jours. Bon. En terminant, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, moi, je suis stratège marketing. Je travaille dans les technologies. Donc, présentement, je travaille pour une compagnie. On fait des sites web. Je m'occupe du marketing à l'interne. C'est quelque chose qui se rattache bien à la politique. Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle j'ai fait le saut dans le monde politique, parce que dans le milieu créatif dans lequel je travaille, c'est vraiment un exercice de persuasion. Puis, j'avais envie d'utiliser ces ressources-là pour quelque chose d'un petit peu plus constructif. Et quel est votre attachement envers la région? J'adore Saint-Jean. J'ai habité à Saint-Jean toute ma vie. Puis, je pense que la raison numéro 1 pour laquelle je fais ça, que je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je veux aider les gens de Saint-Jean. Je veux aider Saint-Jean à vraiment, pas seulement traverser les défis qui s'en viennent, mais de rayonner à travers ces défis-là. Puis, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Lee Coraïenne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Pour tout savoir sur les horaires du ramassage des ordures, le recyclage, le compostage, les écocentres, allez sur Compo au Richelieu. En fait, le site Internet compo.qc.ca. Parfois, une petite mise à jour des horaires, ça nous fait du bien. Là, on s'est habitué au cycle du 2 semaines pour le recyclage. Parfois, on peut ramasser des boîtes aussi. Il y a des endroits pour ça. compo.qc.ca. À demain. Bye bye.